cette offre, voilà, on a ici, je pense. Pas seulement en France, mais en Europe. Et si vous voyez, il y a eu un cycle électoral, 2014, 2015, 2016, où la question, il s'agissait de voir, c'était des élections dans les pays du Sud, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, qui est le Sud européen aussi, où il s'agissait de voir si c'était possible d'avoir une alternative démocratique aux politiques de l'austérité, aux politiques de l'establishment de Bruxelles. Après, le cycle électoral semblait marqué pour une question avec les élections en Allemagne, les élections en France, les élections en Autriche, aux Pays-Bas, où c'était une question de décider entre la continuité du même, austérité, ou alors les monstres de l'extrême droite. C'est pour ça que la campagne de Jean-Luc Mélenchon est tellement importante, parce qu'elle démontre que la possibilité est toujours ouverte, qu'on peut avoir une alternative à la fois réelle, raisonnable, rationnelle, démocratique, et avec la possibilité de vaincre, de gagner. Donc pour nous, Espagnols, pour nous, les peuples du Sud, mais je dirais pour tous les peuples d'Europe, c'est vraiment quelque chose de très important ce qui va se passer, et on se joue l'avenir, quoi, l'avenir de tous. Et puis l'establishment, comme tu le dis si bien, refuse de considérer qu'il y a une autre Europe possible, et les images étaient très belles tout à l'heure, puisque c'est qu'on ne cesse de le démontrer, il y a une autre Europe possible, Eric. Bien sûr. Moi, je crois que c'est important ce qu'on dit là ce soir, parce que je suppose que comme dans tous les meetings où on va, il y a une partie des gens qui nous écoutent ce soir qui n'ont pas encore choisi leur vote. Voilà. Et de montrer à quel point la victoire de Jean-Luc Mélenchon pourrait être un déclencheur bien au-delà de nos frontières, pour l'Europe, même quelque part pour le monde, je crois qu'il faut le dire et le répéter. Voilà. C'est tout l'inverse de la manière dont on nous caricature parfois d'un repli derrière les frontières qui ne s'occuperait pas de ce qui se passe à l'extérieur. Au contraire, nous avons une vision universelle des choses. Et il est évident que, sans faire injure à personne, mais ça aurait pu être votre cas, Podemos, il y a peu de temps en Espagne, si un des pays majeurs de l'Europe bascule et que nous pouvons prendre le pouvoir, là, à partir de là, c'est un formidable effet de contagion. Et cet effet de contagion, on l'a vu en Espagne, on le voit au Portugal, Marisa, avec ce qui se passe, malgré les contradictions. Enfin, ça illustre quand même une poussée. Récemment, en Hollande, où on a peu dit, mais en réalité, ce n'est pas l'extrême droite xénophobe qui a gagné, c'est la coalition austéritaire qui a perdu, et c'est des forces quand même qui, d'une manière ou d'une autre, posent la question de l'austérité, qui sont montées. Donc, il y a des choses qui sont prêtes à être déclenchées, et s'il y a un déclencheur, là, la victoire de Jean-Luc Mélenchon pourrait l'être, moi, je pense que effectivement, ça pourrait être donner corps, donner vie à ce que nous disons depuis longtemps, c'est-à-dire une renégociation, une sortie des traités actuels pour une renégociation avec tous les pays. Et on voit bien qu'on aurait beaucoup d'alliés, les peuples, mais également des partenaires européens qui peuvent gouverner dans peu de temps. Oui, ce que tu dis sur le fait d'être déclencheur, si nous gagnons, effectivement, ce sera probablement vrai. Mais cela dit, il y a eu des signes, des précurseurs aussi, et y compris, donc je pense à toi en particulier et à ce que vous avez mené au Bloco. Au Portugal, et avec le Bloco, mais pas seulement. Hein, il y avait aussi des opérations complexes à gauche, mais voilà, ça, y compris ce qu'a fait Podemos aussi. Tout ça, c'est une addition finalement de phénomènes, de mouvements qui déplacent finalement le centre de gravité et rendent une victoire possible. Et donc, peut-être que nous aussi, nous avons aujourd'hui, avec la France Insoumise, bénéficié de tous ces mouvements-là, ces espèces de... Comment on appelle ça dans les séismes, des tremblements comme ça, qui, avant le grand séisme, eh bien, se produisent, mais aident finalement le grand renversement. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est un mouvement. Nous ne sommes pas là pour l'ingérence, nous sommes là pour la solidarité, pour que les peuples peuvent savoir qu'il y a une autre Europe et que nous sommes toujours en coopération et que c'est possible d'avoir une autre politique, une politique alternative. On ne parle pas beaucoup du Portugal parce que je pense que ça n'intéresse pas au système, ça n'intéresse pas au système financier. Mais c'est vrai qu'il y a des contradictions profondes au Portugal. Mais nous étions capables de faire un accord au niveau parlementaire pour refuser la politique d'austérité. C'est un accord avec le Parti socialiste portugais, le Parti communiste portugais, le Vert et Bloco de esquerda, Bloc de gauche. C'est vrai que dans un an et demi, il y a déjà un changement profond dans la société portugaise. Ah oui. C'est pas seulement que nous étions capables d'augmenter les salaires minimum 3 fois pendant un an, d'augmenter les salaires, les pensions, mais aussi de changer
vraiment les systèmes, par exemple des systèmes d'impôts, de ne charger le travail toujours, mais de faire une transition pour charger plus le capital, pour avoir une redistribution plus juste dans la société, et aussi arrêter, de stopper toutes les privatisations qui étaient en cours. Ok, c'est déjà quelque chose. C'est pas tout, mais c'est déjà quelque chose. Et je crois que si on ne parle pas du Portugal, c'est parce que ça n'intéresse pas. C'est parce qu'il y a des résultats, parce que les gens sont contents. Nous, on en parle, remarquez. On en parle. Oui, mais quand je dis on ne parle pas, je dis, par exemple, imagine, les institutions européennes aiment bien parler de la Grèce. Tout le chantage et tous les résultats de ce chantage, mais ils n'aiment pas de parler du Portugal. Récemment, ils ont parlé du Portugal. Moi, j'ai entendu dans les médias parler du Portugal à propos d'un chiffre, encore une fois. De déficit. C'est ça. Oui. Qui était la réduction du déficit. Et Oui. ça a fait quand même les gros titres, y compris chez nous. Oui, parce que c'était quelque chose d'incroyable. Après 4 ans d'intervention de la Troïka au Portugal, de l'FMI, de la BCE, de la Commission européenne, après 4 ans de faire payer tout le monde la crise, que ce n'était pas provoqué par les gens, par le peuple, après 4 ans de déficit croissant et aussi de la dette, que c'est insoutenable, nous avons eu un an une politique anti-austéritaire et le déficit a été dans les niveaux les plus bas depuis 42 ans, pendant toute la démocratie. Mais je dois dire que je crois que ça, ce n'est pas nécessairement notre ligne. Le déficit ne peut pas être le dogme. C'est-à-dire il faut avoir une politique sans ce genre de contradiction. Parce que le déficit, c'est exactement, disons, la langue des institutions européennes. C'est un argument de contrainte. C'est-à-dire qu'il faut avoir des contrôles pour tout et n'importe quoi, qu'est-ce qu'on va faire, où on va sacrifier. Mais c'est vrai que c'était exactement la politique contraire à des demandes européennes qui a provoqué les targets, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, les objectifs, qui étaient définis. C'était une définition par les institutions européennes. Qui vous étaient imposées. Oui, qui nous étaient imposées. Et je crois que ça montre, aussi quand on regarde l'avenir en commun, ça montre comment est-ce que nous pouvons avoir une politique redistributive, une politique juste, pas seulement économiquement, mais aussi socialement, et avoir des résultats plus concret pour l'économie et pour la société. Mais nous sommes là, je crois, tous ensemble pour montrer qu'il faut désobéir aux traités et aux institutions européennes pour avoir quelque chose d'avenir en commun qu'on peut partager en tant que peuple. Bien sûr. Alors, je crois que tu as un avion à prendre. Oui. Merci beaucoup de ta présence. On va te libérer pour que tu puisses je remercie y aller. Vraiment. Non, et non. on va se rencontrer, je suis sûre, dans le deuxième tour. Magnifique campagne. Oui. Et pour tout le monde qui n'a pas décidé encore à qui voter, il n'y a pas aucun doute. C'est à vous. Tenez-vous pour dit. Merci beaucoup. Merci Marisa. Et à très bientôt. Vous avez promis de revenir pour le deuxième tour. Je me charge de vous faire tenir votre promesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chantal Mouffe. Je voudrais en fait rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites ici. Deux choses. D'abord, par rapport à ce que disait Pablo Bustinduy. Non, c'est vrai. Bon, c'est important pour la France, c'est important pour l'Europe, c'est important pour le monde. Vous ne pouvez pas imaginer. Je reçois tous les jours des emails. Bon, je suis très liée à Amérique latine, d'amis de partout en Amérique latine qui disent on suit ça avec une passion. Ça serait tellement important pour nous parce que, bon, déjà, par exemple, la victoire de Lénine, Lénine Moreno à Quito, l'Équateur, ça a été important parce que ça a un peu arrêté le mouvement. Dont on dit, c'est là. Bon, les gens commencent à reprendre espoir. Ah non, on peut recommencer. Et une victoire de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, non, je vous assure, parce que c'est incroyable la façon dont les gens sont passionnés par ça. Mais il y a aussi, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, et en fait, je dois dire dans les dernières semaines, parce que je voyage beaucoup en Europe, malheureusement un peu trop, mais ce qui m'a frappé, c'est de voir comment, et je dois dire qu'au fond, ça m'a un peu... Moi, j'étais un peu... J'avais certains doutes par rapport à la possibilité de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon par rapport à l'Europe. Je me dis, oui, bon, c'est beau. Mais en fait, en parlant avec des gens en Allemagne, je commence à me convaincre du fait que ça peut vraiment marcher, cette stratégie. Parce que, bon, contrairement à tout ce qu'on raconte ici,
Jean-Luc Mélenchon, il veut sortir de l'Europe. Une victoire de Mélenchon, c'est la fin de l'Europe. Et bien moi, je vous dis le contraire. Une victoire de Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul espoir pour l'Europe de survivre. Parce que si l'Europe continue comme elle est comme ça, on ne sait pas combien, dans peu de temps, mais dans peu de temps, ça va être la fin. Tandis que une victoire de la France insoumise et justement que Jean-Luc Mélenchon puisse mettre en pratique sa stratégie, parce qu'il faut quand même faire comprendre aux gens, ils n'ont pas l'air de savoir exactement de quoi il s'agit. On dit on veut sortir. Non. Il dit, bon, on arrive au pouvoir, ben, on va évidemment vouloir mettre en place notre programme. Bien entendu, l'Europe va dire, ah non, non, il n'a pas question, hein, ça c'est pas. Eh bien, on dira, mais tant pis, on le fait. Et on va voir ce qui se passe. Et moi, je me dis, oui, on va voir ce qui se passe. Eh bien, je vous assure que les gens en Europe commencent à dire, mais oui, mais ça peut marcher, parce qu'en fait, la France, c'est tout de même pas un pays comme la pauvre Grèce qui était super endettée. Hein. Parce qu'évidemment, c'est pour ça que je crois que le plan B est important, hein, parce qu'on dit, bon, eh ben, si vous n'acceptez pas, on part. L'Europe sans la France, c'est plus l'Europe. Alors, je crois qu'il peut parvenir à transformer le rapport de force en Europe. Et c'est ça que j'ai commencé à comprendre, que il y a beaucoup de gens dans les pays européens qui croient ça, qui sont sensibles à ça, et qui en fait espèrent. Ils se disent, non, nous on veut... Parce que moi, je crois vraiment qu'il n'y a pas... D'abord, non, évidemment, l'Europe réellement existant néolibérale, bon, ça c'est sûr, on ne peut pas faire. Mais d'un autre côté, on ne peut pas faire sans l'Europe non plus. Je veux dire, comment est-ce qu'on va lutter contre le néolibéralisme à niveau uniquement national? Donc il faut une Europe. Mais il faut justement refonder démocratiquement l'Europe. Et je crois que la victoire de la France insoumise et la stratégie, justement, que propose Jean-Luc Mélenchon, ça peut marcher. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent que c'est ce qui va se passer. Pablo, est-ce que tu as aussi cette attention particulière? Intérêt différent, et que donc, à partir du levier national, on peut effectivement, à partir d'un rapport de force géopolitique, changer les choses. C'est ça le pari du plan A. Évidemment, il faut l'adosser au plan B. Parce que la critique que nous avions faite à Tsipras, même s'il était dans un rapport différent du nôtre, c'est le fait de dire je rentre dans les négociations, mais en aucun cas je ne sortirai, ou pour nous c'est un espace qui quelque part est indépassable. Bon, bah, ils ont attendu. Bon. Nous, on veut dire effectivement qu'on est capable de préparer des solutions. Mais vous verrez une chose, c'est que moi je suis persuadé que le plan A peut marcher. Mais si jamais ça ne marchait pas, on ne serait pas les seuls à en réalité construire autre chose. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que ça a marché, c'est que l'Allemagne se retrouve isolée en réalité par rapport à tous les autres pays européens souhaitant une autre construction. Et je pense qu'à ce moment-là, elle aura le choix de choisir entre l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'avantages pour elle, y compris d'ailleurs pour en premier lieu les travailleurs allemands, et le fait de se retrouver isolé. Moi je crois que c'est ça, le plan A, plan B, c'est un rapport géopolitique de négociation et qui inclut le rapport de force et la désobéissance immédiate tout de suite pour faire notre programme. Alors juste, pardon, oui. Oui, non, mais je voudrais défendre Tsipras un peu, parce que je crois que le pauvre Tsipras... J'ai pas été très méchant avec Tsipras. Non, mais je crois que le pauvre Tsipras, en fait, il n'avait pas vraiment d'alternative, parce que... il s'est trouvé dans une situation... en fait, je ne veux pas entrer dans le thème, mais j'avais assisté, enfin, on avait participé ensemble à un colloque à Zagreb, la Subversive Conference, où Tsipras, c'était avant qu'il n'arrive au pouvoir, non, mais attention, il avait déclaré là-bas, il avait préparé son programme, et enfin, il nous avait présenté son programme, et les gens ont dit, oui, mais alors l'Europe. Alors, j'ai les notes, parce que j'ai écrit ça. Il avait répondu à ce moment-là, nous avons une arme atomique pour nous défendre. Si ils disent que non, on menace de sortir de l'Europe. Sauf que le pauvre Tsipras, il s'est retrouvé dans une situation où Schäuble désirait que la Grèce quitte l'Europe. Alors, comment est-ce que vous voulez vous défendre? Dire, bon, bah, écoutez, si vous n'acceptez pas, on part. En fait, Schäuble a dit, mais bien sûr, partez le plus vite possible. Donc, alors ça ne va pas se passer avec la France, évidemment. Ce n'est pas l'essentiel de savoir si non, d'accord. L'essentiel, c'est qu'on peut renouer, nous, à partir du rapport de force. C'est exactement ce que je veux dire, Eric. Ça veut dire que ça ne se passera pas comme ça en France. Parce qu'en France, ils ne vont pas dire, oui, partez, tant mieux. Hein. Là, la France, c'est un pays qui peut vraiment transformer le rapport des forces. Non, mais c'est ça que moi... Monsieur Schäuble qui soutient Monsieur Macron, il faut le dire. On va essayer de rester plutôt généraliste, pour ne pas tomber dans trop des débats
trop technique, Non, Charlotte? non, mais justement, ça me permet aussi de convoquer ici d'autres soutiens qui, parmi l'Europe, sont venus finalement, puisque vous parliez l'un et l'autre, et toi aussi, Pablo, de la question de nouvelles coopérations. Donc finalement, ce qu'on recherche dans un cadre de plan A, c'est aussi ça. C'est que finalement, le rapport de force s'inverse, mais d'autres rapports se construisent avec des pays qui jusque-là avaient été quand même très relégués, très marginalisés. Et donc, je pense que tous les soutiens actuels que vous exprimez quand vous venez ici, quand vous êtes si attentifs à ce que nous faisons, et le vôtre, mais aussi celui de la Grèce, moi, on va le voir dans un document tout de suite, mais celui de Die Linke, donc en Allemagne, celui d'autres espagnols comme Alberto Garzón et d'autres députés portugais. Bref, nous sommes finalement le cœur de l'attention dont vous parliez, mais qui rendent possible ces fameuses nouvelles coopérations que nous construirions. Et je crois qu'on est très majoritaire dans les peuples. bien Au-delà sûr. des forces qui Bien peuvent nous sûr. représenter. Et tu as raison juste de dire une chose sur l'Allemagne. Oui. Il faut rappeler que les Allemands votent à l'automne. Oui. Autrement dit, on est dans un moment historique absolument idéal. Jean-Luc Mélenchon, élu président C'est de une la croisée République, des chemins. propose immédiatement une base de négociation, et c'est les Allemands qui ont la pression. C'est les Allemands. Et n'oublions pas quand même que les premières victimes de la politique de déflation salariale en Allemagne, c'est d'abord les travailleurs pauvres allemands. Donc on aura des soutiens. Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir immédiatement ce... Non? On Comment ça, regarde. pourquoi? Ce sera la vidéo. Oui. Ce sera pour conclure la séquence. Ah bon? Voilà. Parce que j'aurais bien montré ça pour comprendre. D'accord. Bon, alors, allez, Ok. on va envoyer la vidéo de soutien. Est-ce que ça prend son sens? Je n'ai même plus d'oreillettes pour me T'as dire même si plus c'est d'oreillettes possible ou pas. Est-ce qu'on peut avoir Donc, la vidéo des on soutiens? va dire que oui. Ouais. Allez, c'est parti. Super, allez. La vidéo des Aqui soutiens. em Portugal temos acompanhado com atenção e imensa expectativa o caminho que a França insubmissa e que a candidatura presidencial de Jean-Luc Mélenchon tem feito. Em Portugal, como em França, sabemos que a alternativa não vai estar em quem criou a crise. Não vai estar em quem aplicou medidas de austeridade, desregulou a legislação laboral, em quem atacou os serviços públicos, quem obedeceu às instituições europeias ou promoveu a política da guerra. Mas também sabemos que não há nenhuma solução na política cobarde de quem ataca os mais frágeis, tentando ganhar votos com fantasmas do nacionalismo xenófobo. Aqui, como aí, sabemos que a alternativa se constrói com os cidadãos, com as cidadãs, se constrói à esquerda. França insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, contamos convosco, contamos contigo para mudarem a França. Juntos mudaremos também a Europa. La bataille que mène Jean-Luc Mélenchon est une bataille qui nous concerne tous. C'est une bataille pour les peuples européens, pour le rétablissement de la démocratie en Europe, pour la restitution de la souveraineté des peuples libres et insoumis, pour la défense des droits fondamentaux des hommes et des femmes, de la dignité de tout être humain. Cher Jean-Luc, ayant écouté ton discours historique du 18 mars, au milieu d'une place pleine de citoyens et des drapeaux de ta patrie, mais aussi de la mienne, je suis sûre que tu portes de manière sincère, intègre et intégrale l'espoir pour ton peuple et pour ta patrie, mais aussi pour tous ceux qui refusent de se soumettre au diktat de la nouvelle tyrannie. Chers amis de France, vous tenez entre vos mains une opportunité historique de changer le cours de l'histoire de l'Europe entière. Ne la lâchez pas. Bonjour mes chers amis français, je m'appelle Fabio De Masi, je suis un député allemand-italien de la gauche allemande au Parlement européen. Je suis désolé pour mon français très horrible, c'est une langue magnifique, c'est pas votre faute. Je veux exprimer seulement que je soutiens le grand mouvement de la France insoumise, mon cher ami et collègue Jean-Luc Mélenchon, aux élections présidentielles en France. Le mouvement France Insoumise, c'est une source d'inspiration aussi pour beaucoup des Allemands qui sont fatigués de la politique d'austérité qui bénéficie seulement les oligarques en Europe. Et je soutiens Jean-Luc, certainement, parce qu'il est le candidat de la solidarité, d'un peuple libre en France et de l'espérance pour la paix. Et je promets, si Jean-Luc va gagner
la présidence en France, je vais immédiatement... Soy Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida y diputado de Unidos Podemos. Simplemente mandar un abrazo muy fuerte y desear muy buen trabajo a Mélenchon y a todos sus compañeros y compañeras. Creo que la batalla que se está disputando en Francia, una batalla política, una batalla electoral, es una batalla también europea y es una batalla internacional contra la extrema derecha, contra las políticas de austeridad, contra los recortes que anulan nuestra vida, que nos intentan quitar la dignidad. Es una lucha por la vida, es una lucha por la dignidad, es una lucha por la solidaridad, por la fraternidad. Y precisamente en Francia, un país hermano al que nosotros observamos con mucho cariño y mucho ánimo. Por lo tanto, desde España, desearos el mejor resultado posible, mucha suerte y aquí nos tenéis para lo que... Personnellement, je suis pour l'élection de Jean-Luc Mélenchon. Lui élu, c'est la garantie d'une nouvelle ère dans les relations entre nos deux pays. Et ce n'est pas tout. Les réformes sociales qu'il compte mettre en œuvre, la refondation de la démocratie telle qu'il l'entend, avec notamment une constituante, ça nous rappelle des souvenirs à nous, Tunisiens. Son programme, en un mot, apportera l'égalité réelle et effective entre tous les citoyens de France. Pour nos nombreux compatriotes qui sont à la fois français et tunisiens, voter pour Jean-Luc Mélenchon est un véritable choix d'avenir. Et à mon avis, le seul vote qui permettra de lutter efficacement contre la logique destructrice du Front National. Et voilà, vous avez compris avec cette série de soutiens que nous avons écoutés ensemble là, c'était non seulement des soutiens européens donc qui finalement convergeaient vers tout ce que vous avez exprimé les uns et les autres ici, mais vous avez vu aussi comment l'appel de Hama Hamami, le Tunisien, était aussi finalement convergent, cohérent avec cette idée de refondation institutionnelle, car c'est aussi un projet de l'avenir en commun et qu'il y a bien un lien entre la refondation institutionnelle de l'Europe, qui est finalement le contenu, l'objectif du plan A que nous avons, et la refondation institutionnelle de notre propre pays. Et finalement, si on regarde bien, tous les pays qui sont concernés, on va dire, par ces questions européennes, sont aussi, d'une manière ou d'une autre, concernés en interne par des mouvements institutionnels qu'ils doivent accomplir d'une manière ou d'une autre, par rapport à notamment la question de la souveraineté du peuple, etc. Donc Sophie Roser, tu es là pour discuter, tu es venue nous rejoindre aussi, car tu travailles finalement, encore une fois, et tu travailles finalement avec les gens qu'on a entendus là, hein, tu les côtoies régulièrement dans ta fonction et dans ta spécialité. Tu es rapporteur du programme pour les questions européennes en particulier, mais aussi internationales. Et donc, j'aurais voulu avoir voilà, ton avis là, sur ce que signifient ces prises de parole et ces soutiens. Et ce qu'on sent clairement, c'est plus que l'importance pour l'Europe de cette élection en France, c'est les attentes énormes de nos partenaires européens de regarder vers la France et qu'enfin la France se réveille. Non pas que le peuple français ne soit pas éveillé, mais que ses présidents, ses dirigeants se réveillent sur la question européenne, puisque le peuple français, en 2005, il a dit non. En 2008, on lui a fait le traité de Lisbonne, M. Sarkozy, en l'occurrence. Puis après, François Hollande a fait une grande partie de sa campagne quand même sur la question de renégocier le traité budgétaire, hein, celui qui a son petit nom très sympathique de TSCG. Et on voit bien que dès qu'il est arrivé au gouvernement, il a tout de suite signé sans négocier une seule virgule. Donc il y a des attentes de nos partenaires européens qui se demandent mais où est passée cette France qui est pourtant et qui a un rôle moteur dans l'histoire de la construction européenne et qui n'a rien renégocié, qui n'a rien demandé. À l'époque, je me souviens au tout début où j'ai commencé à connaître un des intervenants dans les vidéos, Fabio De Massi, une de nos premières rencontres, l'allemand de Die Linke, qui a en plus la binationalité italienne et allemande, la question de la directive détachement des travailleurs, où à l'époque de la première révision, on avait une majorité social-démocrate. On avait une rapporteure
précurseurs au Parlement européen, en l'occurrence Pervenche Berès, qui était social-démocrate. On avait Martin Schulz au Parlement européen et on avait, le dernier m'échappe, au niveau européen, on avait un trio en tout cas. Et on n'a pas trouvé le moyen de... On n'a pas trouvé le moyen d'incurser cette directive. Sociale. Voilà, peut-être. Celle dont on entend souvent parler, mais qu'on voit rarement venir. Donc on voit bien que ça dépasse en plus, effectivement, les frontières européennes avec Amami, avec cette attente aussi d'une coopération dans le bassin méditerranéen plus globalement. Voilà. Mais voilà, donc il y a finalement, c'est une forme d'ouverture des possibles, hein, ce qu'on propose là. Et moi, j'aurais bien aimé vous entendre aussi sur les questions de politique interne, enfin, de refondation institutionnelle interne. C'est-à-dire, voilà, en quoi est-ce que la question européenne peut rejaillir sur une dimension interne. Je ne sais pas ce qui peut se passer en Espagne, mais enfin, quand même, il y a des questions autour de la République et non pas de la monarchie. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure ces éléments-là peuvent intervenir aussi en interne. Je crois qu'au centre, ce qui relie ces réalités différentes dans chaque pays européen et à la fin nous fait nous retrouver autour de la question européenne, c'est une question essentielle, la souveraineté. C'est ça. Qu'est-ce que veut dire la souveraineté populaire dans cette Union européenne qui arrache des droits sociaux qui ont coûté des décennies, des années de lutte pour conquérir et qui maintenant nous sont enlevés au nom de on ne sait pas quoi, au nom d'une austérité qui économiquement est un désastre, qui ne marche pas, qui rend notre continent de plus en plus inégal, de plus en plus inefficace, de plus en plus... je ne sais pas, où c'est presque impossible d'imaginer un avenir pour nos enfants qui serait mieux que celui où on a vécu. Donc c'est une question de réfléchir autour de qu'est-ce que la souveraineté du peuple, la souveraineté populaire, qui est la base de la démocratie, et son seul sens. La démocratie est vidée lorsque ses choix fondamentaux sont arrachés au peuple. Donc dans chacun de nos pays, nous sommes en train d'essayer de refonder la base même de la démocratie. Ce qui est une question de méthode, mais qui est aussi une question de pratique, de fond. C'est une question de récupérer cette base matérielle des droits fondamentaux sans lesquels on n'est pas citoyen, sans lesquels il n'y a pas d'espace public. Bien évidemment, dans chaque pays, la situation est différente. Et il y a des pays, surtout au sud de l'Europe, où la situation sociale est désespérée. Mais en même temps, la cause pour laquelle on lutte est la même partout. Et c'est pour ça que quand on parlait de la Grèce, moi je dis toujours que c'est un processus, que chaque pas qu'on a fait dans ce chemin aide à poser la question dans des termes plus clairs, plus nitides, avec l'expérience qu'on a accumulée. Moi je dis toujours en Espagne, le problème majeur de la Grèce, c'était nous. C'est qu'on n'a pas gagné les élections en Espagne, on était si près, mais on ne l'a pas fait. Donc gagnez s'il vous plaît, parce que ça c'est disons, les moyens où nous, par exemple en Espagne, nous on pourra avancer 10 pas et on pourra vous rejoindre dans la lutte parce que les objectifs sont les mêmes et vos victoires à vous seront des victoires à nous parce qu'ils vont nous ouvrir des horizons, ils vont nous ouvrir des scénarios nouveaux, des scénarios qui étaient inimaginables il y a à peine quelques semaines et qui maintenant sont là, qui vont se décider ce dimanche. Notre dynamique deviendra la vôtre. Absolument. On va se la passer comme ça. Elle est déjà. Elle est déjà. Très bien. Donc, je suis là pour égoïsme même. Vous voyez, même pas pour solidarité. Par pur intérêt. Absolument. Par amour de ma patrie. Eh bien, on en fait. vous comprend. Pour ses intérêts, ça va. Mais comme on les partage, tu es là par un véritable internationaliste qui, comme chacun sait, n'oublie pas la patrie. Absolument. C'est ce qu'il disait. Oui, absolument. Oui, Moi, je oui, voudrais rajouter quelque chose. La souveraineté du peuple, c'est essentiel. Mais si on parle aujourd'hui de problématique de souveraineté du peuple, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est devenu souverain. Et le souverain, c'est le marché. C'est ça la définition du néolibéralisme. C'est d'avoir donné la souveraineté au marché, à la finance et autres. Mais ce qui doit rassurer nos concitoyens, c'est le fait que ça, c'est une politique. C'est pas un droit naturel. C'est pas quelque chose qui serait tombé du ciel contre lequel on ne pourrait pas lutter. C'est des responsables, en l'occurrence la droite,
les sociodémocrates, qui ont laissé au marché la main de la souveraineté, du pouvoir politique, la souveraineté du peuple. Donc il suffit de changer de politique. Ça paraît bizarre de dire ça, mais à un moment donné, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, ça me rappelle Alice de Pays de Merveille, elle est devant le miroir, et le plus difficile, c'est de penser qu'on peut franchir le miroir. C'est pas le fait de le faire. Eh bien, on est dans le même contexte. Et je crois que ce qu'on est en train de montrer, ce que cette campagne a montré, moi, ce que j'ai vu partout, c'est le fait qu'on avait plein de gens qui, au départ, venaient en disant, mais tout ce que vous dites, c'est vrai. Les gens en France, ils supportent pas le libéralisme. Ça n'a pas gagné. L'idée que le libéralisme serait le progrès, ils supportent pas. Mais par contre, c'est l'idée, mais on peut rien faire, vous comprenez. Les marchés ignorent les frontières. Eh bien, nous, dans cette campagne, on a commencé, et j'espère que suffisamment, on le verra dimanche, à faire en sorte que ça s'inverse pour un nombre grandissant de nos concitoyens. Dans les consciences. Dans les consciences. On peut le faire, il suffit de changer de politique. Et comme tu l'as dit, si on change de politique ici, eh bien ça va avoir un effet contagieux. Et tu parlais de la Tunisie et autres, mais rêvons d'une construction européenne qui, au lieu de signer le TAFTA et CETA, que de toute façon nous ne signerons pas, on le dit à l'avance, établirait des rapports de coopération avec les pays de l'autre côté de la Méditerranée. Ça commencerait à changer pas mal de choses dans l'ordre du monde. Donc voilà, et c'est ça qui se joue dimanche. Donc c'est peut dire que les électeurs, j'insiste sur les électeurs parce qu'il y en a plein qui nous regardent, là on a jusqu'à minuit, ils ont quand même une sacrée responsabilité quand ils hésitent entre Mélenchon ou quelqu'un d'autre. Voilà ce que nous pouvons faire et voilà ce que nos amis internationaux disent ce soir. Bien sûr, Chantal. Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Pablo et ce qu'a dit Eric, mais je voudrais surtout sur le fait que l'importance de la souveraineté populaire et aussi quand Eric dit au fond ça c'est pour moi j'appelle ça en disant c'est une résistance contre ce que j'appelle la post-démocratie, ça c'est évident. Mais je voudrais ajouter quelque chose qui est en fait un argument en plus pour voter pour Jean-Luc Mélenchon, parce que en Espagne, vous avez, heureusement, je dirais, une situation qui est meilleure parce que Podemos n'est pas confronté à un parti populiste de droite. Donc, l'idée du patriotisme, c'est vous qui pouvez la défendre. Bon, en France, malheureusement, cette résistance, cette réaction contre la perte de souveraineté qui est liée à la situation que ce qu'on appelle le post-politique ou post-démocratique, il y a aussi quelqu'un d'autre qui est en train d'essayer de créer un mouvement contre ça. Et c'est Marine Le Pen. Il faut reconnaître que Marine Le Pen essaye de construire un peuple xénophobe, mais d'une certaine façon, elle essaie de donner une expression à ce cri, je disais, pour pouvoir avoir une voix. Et moi, je crois, mais alors là, je suis absolument convaincue que la seule façon de lutter contre Marine Le Pen en France, c'est à travers le mouvement de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Ça, je suis vraiment convaincue. Donc, si vous voulez, ça sera un argument du plus pour voter pour Jean-Luc Mélenchon, pour dire, il faut faire barrage au Front National, mais le faire barrage d'une façon politique, parce que jusqu'ici, on entend surtout les gens, c'est fasciste, c'est anti-républicain. Une espèce de condamnation morale. Oui. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est offrir une alternative à ces classes populaires qui ont été abandonnées par la social-démocratie et qui, finalement, les seuls qui jusqu'à peu, s'intéressent à leur sort, c'était Marine Le Pen. Alors, heureusement, maintenant, on a Jean-Luc Mélenchon qui essaie de créer un autre peuple. Donc, mais ça, c'est vraiment fondamental, je veux dire, pour l'avenir de la France. Bien sûr. Nous, on l'avait dit aux États-Unis, à l'époque des primaires de Bernie Sanders, et on avait dit en Espagne à chaque fois, et on est allé aux États-Unis aussi, pour dire c'est Bernie Sanders qui peut gagner contre Trump. Ça ne sera pas le moindre mal de Hillary. Donc, ici en France, on voit une situation pareille. Pour vaincre le Front National, il faut voter Mélenchon. Ce n'est pas l'establishment, ce n'est pas le moindre mal qui va défaire la menace xénophobe ou la menace fasciste dans ce pays. C'est la construction d'un peuple progressiste, démocratique, conscient, qui forge son propre avenir, pas la résignation du moindre mal. Ça, on a déjà vu dans le Brexit, aux États-Unis avec Trump, etc. On a vu les limites de cette logique. Donc, il y a l'opportunité de prendre la bonne voie cette fois-ci. Mais oui, alors je crois qu'on va clore ici, mais ce que tu dis est absolument édifiant. C'est-à-dire, nous utilisons cette expression en disant le moindre mal, c'est quand même le mal. Donc, on ne le fera pas. Voilà, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Et on a montré une nouvelle fois qu'une autre Europe est possible et que la France était loin d'être isolée grâce à toi. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur cette émission Chantal. Esprit de campagne.